Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les titres de ce 20h. Plus de 600 femmes affichent leur adhésion au mouvement PDCI Renaissance. Mouvement présidé par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ces femmes, sous la houlette de la ministre Raymond Goudou Kofi, disent oui au PDCI Renaissance et aux valeurs de paix et de rassemblement prônées par le RHDP. Il est désormais possible pour les opérateurs économiques désireux de capter des marchés publics de s'informer sur le budget de l'État, et ce, grâce à la cellule d'information des opérateurs économiques. Cette cellule rattachée à la Direction générale du budget et des finances sert d'interface entre l'État et le monde des affaires. La journée d'hier, vendredi 15 mars, était dédiée aux droits des consommateurs à travers le monde. Les festivités en Côte d'Ivoire se sont déroulées au Palais de la Culture de Treichville. Le ministre du Commerce, Souleymane Dirassouba, a échangé avec les associations de consommateurs. L'innovation technologique était au cœur des débats. C'est reparti pour le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. La 12e édition du FEMIA vient d'être lancée. Genre et développement, c'est le thème de cette édition. Le groupe Magic System met au goût du jour l'égalité entre l'homme et la femme. Soyez les bienvenus sur RTI1. Il a eu 103 ans le 10 janvier dernier. L'écrivain ivoirien Bernard Dadier, monument de la littérature africaine, auteur de nouvelles, de romans, de poésie, de théâtre et d'essais, a été arraché malheureusement à l'affection des siens le 9 mars 2019. La rédaction de RTI1 lui consacre la page culture de ce 20h. Nous reparlerons de la disparition de Bernard Dadier, l'écrivain, le dramaturge, l'homme politique, avec notre invité, professeur Vali Sidibé, directeur de l'école normale supérieure de Côte d'Ivoire. Il a soutenu une thèse sur l'œuvre littéraire de Bernard Dadier. Bonsoir, professeur Vali Sidibé. Bonsoir, Marie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors, vous avez été doyen de l'UFR Langue, Littérature et Civilisation. Oui. Vous avez connu Bernard Dadier, vous l'avez d'ailleurs côtoyé. Oui. Et vous avez une dizaine de publications sur lui. Oui. Alors, expliquez-nous tout cet intérêt pour cet écrivain. Bernard Dadier, pour moi et pour pratiquement toute l'Afrique contemporaine, un baobab, sinon le doyen des baobabs d'Afrique, pour avoir traversé 4 périodes importantes. L'époque coloniale, post-coloniale, indépendance, post-indépendance, et je dirais aujourd'hui le 3e millénaire qui commence. Et c'est un homme qui vous a marqué. Vous nous en direz davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes pour évoquer le parcours et la vie littéraire et politique de l'homme, Bernard Dadier. À tout à l'heure, professeur Vali Sidibé. Merci. Vous restez pour le moment avec nous. Alors, notez que plus de 600 femmes ont affiché leur adhésion au mouvement PDCI Renaissance, mouvement créé le 23 décembre 2018 en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ces femmes, sous la houlette de la ministre Raymond Goudou Kofi, ont dit oui au PDCI Renaissance et aux valeurs de paix et de rassemblement prônées par le RHDP. Herman Guivé. Venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, des centaines de femmes affirment leur adhésion au mouvement PDCI Renaissance. Plus de 600 femmes, selon les organisateurs, venues donc confirmer de vive voix cette décision d'adhésion au président du mouvement PDCI Renaissance, Daniel Kablan-Duncan. Nous sommes avec vous. Présents à cette cérémonie, plusieurs autres vice-présidents du mouvement PDCI Renaissance. Marraine de la cérémonie et porte-parole des femmes, Raymond Goudou Kofi a réaffirmé cet engagement. Aujourd'hui, le PDCI Renaissance incarne la diversité et le respect de l'autre. Et c'est cela, Excellence, qui les a séduits dans PDCI Renaissance. Elles sont toutes issues du PDCI RDA. Et avec elles aussi, des associations féminines qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Elles sont membres des instances du PDCI RDA. Elles deviendront membres des instances de PDCI Renaissance et du PHTP. Elles adhèrent toutes au RHDP comme des Amazones de paix et de vérité. Elles me l'ont dit clairement.
que votre présence à côté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, les réconforte. Elles sont avec vous. Excellence, c'est vous qu'elles sont venues écouter. C'est vous qu'elles veulent entendre. Un engagement fort apprécié par le président du mouvement PDCI Renaissance. Chers militantes, aujourd'hui, plus qu'hier, nous devons toutes et tous nous mobiliser pour préserver le navire Ivoire de la violence des flots à l'approche des élections présidentielles de 2020. Je suis donc très heureux de voir aujourd'hui adhérer 600 femmes à notre mouvement. Oui, 600 femmes dynamiques et vaillantes. PDCI Renaissance est très fier de vous compter désormais parmi ses membres. En faisant ce choix, vous marquez votre appartenance au RHDP. Et vous le faites bien car, en plus des raisons que je viens d'évoquer, le RHDP est aussi l'un des fervents défenseurs de la cause féminine. C'est pourquoi je me permets, avec nos frères et sœurs ici présents, de vous envoyer en mission pour prôner les valeurs de paix, de solidarité, d'union, de dialogue et de développement vaillamment défendues par le RHDP. On peut compter sur vous? Rappelons que le mouvement PDCI Renaissance a été créé le 23 décembre 2018. Et toujours sur le terrain politique, un autre mouvement, le mouvement Horizon RHDP, notre héritage, va à la conquête du peuple Atié. Le mouvement veut s'implanter dans la région Atié. Pour le lancement de ses activités, le choix a été porté sur la ville d'Akoupé. Les populations ont exprimé leur reconnaissance aux actions et de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Le reportage sur place de Sita Soro. Mobilisation du peuple Atié à travers le mouvement Horizon RHDP, notre héritage. Les populations d'Akoupé, plus généralement celles de la région de la Mé, sont sorties marquer leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Akoupé est le berceau du RHDP parce que les fils d'Oufoué-Boigny qui sont ici ne peuvent pas voir mourir l'esprit de leur père sans bouger, sans toutefois donner l'onction à son Excellence, le Président de la République, Alassane Ouattara, qui fait tant pour ressusciter les idéaux et surtout la ligne de conduite d'Oufoué-Boigny. Aujourd'hui, notre deuxième sortie dans la mer, vous êtes venu démontrer au Président de la République que vous êtes avec lui et que 80% de la population de la mer vont adhérer massivement au projet de société du Président Alassane Ouattara. Mouvement prônant la paix, l'unité et la réconciliation nationale, Horizon RHDP Notre Héritage appelle le peuple Atié à véhiculer ses idéaux. Adduction en eau potable, électrification et bitumage des voies sont autant d'actions de développement engagées par le président de la République dans la région de la Mé. Une des raisons qui doit amener le peuple Atié à le soutenir, selon le ministre Joseph Seka Seka, fils de la région. Chers parents, regardez un peu ce qui se fait dans nos départements de Yakassé à Tobrou, d'Alépé, d'Akoupé, d'Azopé, dans ces départements-là. Les collèges poussent, les lycées poussent, les hôpitaux généraux poussent. Et puis, nous avons des problèmes d'eau. Mais bientôt, ce serait un vieux souvenir, parce que pour ceux qui ont eu l'opportunité d'aller à Yakassé à Tobrou, ils vont s'apercevoir qu'on est en train de tirer l'eau de la Komoué. On va construire une usine à Séorié et cette usine-là va rendre l'eau potable pour être distribuée dans tous les départements de la région de la Mé. Venu représenter le ministre Amadou Kone, patron de la cérémonie, le ministre Mamadou Touré a appelé à l'union autour du RHDP sans distinction d'ethnie ni de religion. Un parti politique ne peut pas se réfugier dans une région ou dans une ethnie. Il faut un parti politique où les Atiés et les Gouro, les Djoula et les Bété, et tout le monde peut se retrouver sans qu'on ne regarde quelle est notre origine, avec pour seul objectif, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants de demain.
Le mouvement Horizon RHDP Notre Héritage a pour objectif pérenniser les acquis de l'oufouettisme. Et loin de la scène politique, un droit qu'il faut promouvoir, c'est le droit des consommateurs. La journée d'hier, vendredi 15 mars, leur était dédiée à travers le monde. Les festivités en Côte d'Ivoire se sont déroulées au Palais de la Culture de Treichville. Le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, a échangé avec les associations de consommateurs. L'innovation technologique était au cœur des débats, comme nous le rapporte Cheikh Koné. Le développement des objets connectés à travers le monde est en plein essor. D'ici à 2025, selon le rapport IoT Analytics 2018, pas moins de 21 milliards d'objets connectés devraient être utilisés. Si cette avancée technologique est une réelle opportunité, il n'en demeure pas moins que la préoccupation essentielle de l'heure reste la protection des consommateurs à l'ère des objets technologiques. Il y a désormais 3 fois plus d'objets connectés que d'êtres humains. Les connexions de smartphones sont passées de 2 milliards à 4 milliards depuis 2015. Le commerce électronique demeure ainsi un enjeu important pour les organisations de protection des consommateurs et pour le gouvernement, car le souci de confidentialité augmente parallèlement. Est-ce qu'en matière de produits connectés de confiance, l'intérêt des consommateurs est protégé? Parce qu'aujourd'hui, nous avons les données à caractère personnel qui sont pratiquement violées. Nous avons également les piratages par-ci, par-là. Donc aujourd'hui, je pense qu'au travers de cette célébration, c'est d'attirer l'attention quand même du pouvoir public. Au nom des associations de consommateurs, Julie Cablan a réaffirmé leur détermination à jouer leur rôle de partenaire social du gouvernement dans la lutte contre la cherté de la vie. Toutefois, elle a formulé quelques doléances. L'absence de représentants des consommateurs dans les nouvelles structures en charge du transport depuis la disparition de la SONATT et la GETU. L'absence de représentants des consommateurs au niveau du régulateur de l'énergie ANARE Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces exemples-là. Monsieur le ministre, l'ensemble des organisateurs de consommateurs de Côte d'Ivoire souhaitent vous rendre un hommage plus grand à la prochaine JMDC pour avoir rétabli les consommateurs dans leur droit d'être entendus au sein de toutes ces structures. Bien avant la visite des stands des associations de consommateurs, le ministre Souleymane Diarra-Souba a procédé à la remise traditionnelle du chèque d'1 million de francs CFA à chacune des associations de consommateurs présentes. Je vous l'annonçais dans les titres, il est désormais possible pour les opérateurs économiques désireux de capter des marchés publics de s'informer sur le budget de l'État, et ce grâce à la cellule d'information des opérateurs économiques. Cette cellule rattachée à la Direction générale du budget et des finances sert d'interface entre l'État et le monde des affaires, et elle a pour vocation de renseigner et d'orienter les hommes d'affaires sur les opérations budgétaires. Mama Taoré nous en dit plus. Jules Kofi dirige une PME dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Bien souvent, ce prestataire de l'État visite les locaux de la CELIOP, la cellule d'information des opérateurs économiques. Comme nous sommes en début d'année, je suis venu vérifier si mon compte contribuable fonctionne dans le système. Après vérification, le compte contribuable est bel et bien enregistré dans le logiciel de gestion budgétaire. C'est dire que l'entrepreneur peut se présenter devant les guichets du Trésor public avec une facture valable en cas de prestation. Auprès des services de la CELIOP, les entrepreneurs ont également la possibilité de se renseigner sur l'existence ou non de crédits budgétaires avant d'engager une prestation. Par le passé, on avait des difficultés. Quand un administrateur de crédit nous donnait des prestations à faire, il se trouve qu'on ne pouvait pas vérifier si effectivement le crédit existait. Aujourd'hui, je suis venu déjà et j'ai pu vérifier que le crédit existe et que d'ailleurs je peux faire la prestation sans problème. Les banques qui ont compris le mécanisme viennent vers nous pour s'assurer de ce que le contrat il est régulé, que le contrat il est doté et qu'il y a des mécanismes qui leur permettront, s'ils préfinancent l'opérateur, de recouvrer leurs ressources prêtées. Saisir la CELIOP est aussi possible par voie électronique grâce à la plateforme numérique dénommée e-Requête. C'est le moyen choisi par ces deux entrepreneurs qui souhaitent en savoir plus sur les mesures incitatives prises par l'État en faveur des PME. On a eu certaines informations concernant ces mesures-là qui pourront nous aider pour l'obtention d'éventuels contrats. En plus d'informer et d'orienter, la CELIOP a également pour mission de recueillir les plaintes éventuelles du secteur privé sur les opérations budgétaires. La cellule, c'est un instrument de bonne gouvernance, c'est un instrument de transparence budgétaire qui accompagne l'administration
dans son envie de rendre les PME compétitives, dans son envie de rendre les opérateurs plus aguerris pour qu'ils puissent être à l'aise d'aller même compétir ailleurs. Depuis son avènement en 2015, la cellule d'information des opérateurs économiques a traité près de 3600 requêtes émanant du monde des affaires. Une cinquantaine de responsables des PME repartent à l'école. Ils prennent part à une formation initiée par l'agence Côte d'Ivoire PME. Cette rencontre est baptisée Masterclass. Elle a pour objectif de renforcer les capacités des PME en matière de techniques de réduction des coûts logistiques à l'exportation et grâce notamment à la digitalisation. Le reportage de Jean-Luc Bambo. Ils ont répondu nombreux à cette masterclass organisée par l'agence Côte d'Ivoire PME. Ils sont pour la plupart fondateurs ou gérants de petites et moyennes entreprises, animés par la même volonté, conquérir le marché international avec leurs produits made in Côte d'Ivoire, mais également confrontés aux mêmes difficultés. Comment exporter, comment se faire payer tous les rudiments nécessaires pour pouvoir exporter et bénéficier du retour. Non seulement les PME ne sont pas bien outillés dans la maîtrise des mécanismes relatifs à la gestion logistique à l'export. Ensuite, la deuxième problématique auquel les PME sont confrontées, c'est le crédit à l'export, c'est-à-dire l'appui financier à l'export. L'objectif de cette masterclass est de renforcer les capacités des PME en matière de réduction des coûts à l'exportation par les outils digitaux. C'est pas normal qu'on ait un déficit de compétitivité quand on attaque un marché international. Et on a aussi des défis qui sont liés à la capacité à utiliser les outils technologiques pour pouvoir savoir quels sont les marchés porteurs pour son produit, pour savoir comment trouver des partenaires et surtout il y a cette difficulté autour du financement qui est très essentielle. On a beaucoup de champions nationaux qui existent déjà mais qui sont des champions mondiaux en devenir. Ils ne demandent qu'une seule chose et c'est qu'on les accompagne. Aujourd'hui les PME ivoiriennes jouent sur un championnat mondial. Et qui fait que vous pouvez être basé à Abidjan, mais votre partenaire ou votre compétiteur peut être une PME basée en Chine, basée en Europe. À partir de ce moment-là, en tant que PME ivoirienne, si vous décidez d'attaquer le marché, tant de la sous-région que le marché international, il vous faut acquérir les compétences. Selon les données recueillies sur la compétitivité des PME ivoiriennes, seulement 18% ont commercialisé au moins une fois leurs produits sur les marchés hors de la Côte d'Ivoire. On va s'intéresser maintenant aux prédictions 2019 qui viennent d'être présentées par un cabinet au ministre de l'économie numérique et de la Poste, Claude Isaac D. Les principales tendances des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications dans le monde ont été dévoilées. Mais que dit au juste le rapport? Quelles sont les implications, les conclusions? Notez qu'il en ressort que l'industrie de la radio est l'un des secteurs les plus productifs. Ouattara Madou Walter. En 2019, les revenus mondiaux de la radio atteindront environ 22 milliards de francs CFA. Plus de 85% de la population adulte écoutera la radio au moins une fois par semaine. En Côte d'Ivoire, cette évolution de la radio est perceptible avec le développement des émissions de radio filmées. Ces informations proviennent d'un rapport du cabinet Deloitte. Il s'agit de ces prédictions 2019. Ces prédictions concernent les tendances de l'industrie TMT, technologie, médias et télécommunications. Une tendance aussi importante, c'est la tendance relative à la compétition sur jeux vidéo. La Côte d'Ivoire a un grand tournoi de jeux vidéo qui prévoit d'envoyer 15 pays. La compétition autour du jeu vidéo va rester très forte et c'est l'une des 8 tendances que nous avons présentées aujourd'hui. Un panel sur les 8 prédictions a permis d'expliquer ces tendances. Face au développement fulgurant des nouvelles technologies de l'information et de la communication, TIC, le gouvernement de Côte d'Ivoire annonce des mesures. La Côte d'Ivoire est une excellence limitée de la cybersécurité. Donc des ATIC, que le centre d'excellence sera renforcé à ce niveau-là. On va former de plus en plus de jeunes, donc ça a une opportunité aussi dans le maintien d'emploi, parce que plus on ouvre, plus on dématérialise, plus aussi il faut renforcer le niveau sécuritaire. Donc ça a aussi des opportunités. Donc les ATIC, ça vous ne savez pas, est un centre d'excellence pour l'unité au niveau africain en matière de cybersécurité. Dans le domaine de l'agriculture et de la ressource animale, le projet e-agriculture, donc il y a 14 millions de dollars, 7 milliards de francs CFA. On va donner le top départ pour indiquer à peu près tous les startups qui réfléchissent et tout ça. L'occasion nous a donné, parce que la Côte d'Ivoire est un pays fortement agricole, développer l'applicatif
qui vont aider les paysans. À la fin de la cérémonie de présentation de ces prédictions 2019, le ministre de l'économie numérique et de la Poste s'est prêté à l'exercice de pilotage d'une voiture de Formule 1, créativité de la technologie virtuelle. Nous partons à présent pour Vienne, en Autriche, où se déroule une rencontre sur le Fonds mondial de lutte contre le sida. Le ministre Aka Awele a partagé les acquis du système de santé ivoirien. Il a démontré le dynamisme du système de santé en matière de lutte contre le sida. Hugues Blé est notre envoyé spécial à Vienne. Vienne, en Autriche, le ministre Aka Awele en plein partage d'expériences sur le dynamisme du système de santé ivoirien, sur ses acquis en matière notamment de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Également mise en exergue ici la bonne collaboration avec les partenaires techniques dans l'obtention de ces résultats. Il a été considéré que la Côte d'Ivoire est un modèle dans ce domaine et qu'il fallait que le ministre de la Santé de Côte d'Ivoire vienne faire partager ce modèle ivoirien, l'expérience ivoirienne, qui a permis de réduire de moitié les mortalités dues au sida à moins de 5-10 ans. De 2019 à 2021, le Fonds mondial a accepté d'apporter à la requête de la Côte d'Ivoire une subvention de plus de 126 milliards de francs CFA. La condition, c'est que le pays également cofinance, c'est-à-dire apporte également sa quote-part, et la Côte d'Ivoire le fera à hauteur de 15%. Le ministre Aka Awele co-présidait avec la France la table ronde sur le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, sur son financement. Réunis à Vienne à cette occasion et en marge de la 62e session de la Commission des Nations Unies sur les stupéfiants, des représentants des instances internationales, gouvernements et société civile. D'avoir au fond sur la même estrade des représentants de chacune de ces tendances qui vont œuvrer ensemble, particulièrement durant l'année 2019, avec l'événement très important de la reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le VIH, contre le paludisme et la tuberculose, d'œuvrer tous ensemble pour renforcer justement le bien-être et la santé de l'ensemble de la population. C'était extrêmement important. On sait quoi faire, on sait de combien on a besoin. C'est qu'il faudrait entre 16 et 18 milliards pour réussir à endiguer l'épidémie de VIH et de l'hépatite tuberculose. Aujourd'hui, le maximum qui pourrait être comme objectif en 2019, c'est 14 milliards. Lyon, en France, abrite en octobre prochain la conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le président Alassane Ouattara y sera à l'invitation du président français Emmanuel Macron. Le ministre Aka Awele l'annonce en réaffirmant l'engagement de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre ces trois pandémies et aux côtés des instances internationales. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique multiplie aussi les rencontres en Turquie pour nouer des partenariats en vue d'améliorer le plateau technique de nos hôpitaux et renforcer les capacités des acteurs de la santé. Le premier groupe hospitalier du pays, Acibadem, devrait sceller ce partenariat avec la Côte d'Ivoire, notre pays. Sachez que c'est un groupe qui excelle entre autres dans les traitements en radiothérapie, en cardiologie et la transplantation d'organes. Hamza Diaby depuis la Turquie. La transplantation d'organes, bientôt une réalité en Côte d'Ivoire. C'est en tout cas un vœu cher au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui a dépêché une équipe de techniciens en Turquie pour s'enquérir de l'expertise du groupe hospitalier Acibadem, une partie de la deuxième plus grande chaîne de soins de santé au monde. We have been doing liver and kidney transplantations since... En matière de la transplantation rénale et hépatique, nous les effectuons depuis 30 ans, donc nous avons l'expérience là-dessus. Qui c'est au-delà des 85% des greffes donc, qui ont été faites, donc que ce soit des greffes rénales ou hépatiques, ça provient donc des donneurs vivants. Ce qui situe vraiment la Turquie, globalement parlant, premier en matière de la greffe hépatique et puis deuxième en matière de la greffe rénale. Donc avec toutes ces expériences, nous sommes très près
de partager notre expérience avec la République de Côte d'Ivoire. Après l'exposé d'une dizaine de spécialistes dans divers domaines et la visite en plusieurs jours de quelques hôpitaux parmi la quarantaine que compte le groupe à travers toute la Turquie, la délégation ivoirienne est frappée par les locaux, les équipements et l'expertise du groupe hospitalier. Établir une convention, un partenariat avec Adibadem dans le cadre de la formation des acteurs de la lutte contre le cancer du centre de radiothérapie, aussi bien en radiothérapie mais qu'en oncologie médicale aussi, serait profitable pour notre pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'avènement de la radiothérapie, beaucoup de patients pour lesquels il y avait nécessité d'une évacuation pour la radiothérapie dans un passé récent n'ont plus besoin d'être évacués parce que peuvent être traités en Côte d'Ivoire. Mais dans le cas de l'extension des plateaux techniques, oui, là encore, un partenariat peut être envisagé avec Adibadem en raison de leur expérience. Nous avons découvert qu'ils avaient de grandes réalisations en termes d'hôpitaux. Des hôpitaux, on va dire, futuristes. Depuis l'accueil jusqu'à la prestation des soins, la dispensation du médicament, nous avons découvert de grandes innovations. Et nous avons découvert également qu'ils étaient très aguerris dans le domaine de la technologie, puisqu'ils utilisent du matériel, des appareils qui sont de dernière génération. Nous avons beaucoup à gagner dans cette collaboration. En attendant l'arrivée en avril prochain du ministre à Kaawele à Istanbul pour la signature de la convention de partenariat, ces émissaires se sont attelés ce vendredi à identifier les secteurs qui pourraient être concernés dans le cadre de la collaboration. Adibadem est aussi spécialisé entre autres en radiation oncologie, en neurochirurgie, en urologie et en hématologie et greffe de moelle osseuse. Retour en Côte d'Ivoire, direction à l'intérieur du pays où ce samedi 16 mars, la ministre Mariatou Koné, nouveau maire de Bondiali, a été investie par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La candidate du RHDP aux dernières municipales a été portée à la tête de la commune de Bondiali avec plus de 85% des voix. Après l'investiture, le chef du gouvernement ivoirien a lancé les travaux de voirie de la région de la Bagoué. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly depuis la région de la Bagoué. Le RHDP, c'est la mise en œuvre sur la période 2019-2020, suite aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'un programme social de 727 milliards de francs CFA. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, accordera à cette commune et à la région de la Bagoué toute l'attention requise, conformément à la grande vision du Président de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, mais une vision qui veut également que nos régions se développent. À cet égard, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, me demande de vous annoncer à vous, population de la Bagoué, que 24 km de bitume en termes de voirie seront réalisés dans l'ensemble de la région de la Bagoué. Nous sommes samedi aujourd'hui et c'est l'heure du Palais Culture dans ce 20h. La 12e édition du FEMIA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, est lancé. L'acte 12 se déroule autour du thème genre et développement. Le groupe Magic System met au goût du jour l'égalité entre l'homme et la femme. 16 artistes, dont Oumou Sangari, sont annoncés pour cette grande messe de la musique africaine qui se déroulera du 23 au 28 avril prochain. Issa Chonayo. Et c'est reparti pour le FEMIA, Festival de musique urbaine d'Anoumambo. Cette année, au cœur de la 12e édition, la question du genre et développement. C'est un thème qui doit nous interpeller tous sur le rôle que peut jouer la femme pour le développement d'un pays ou d'un continent et parler aussi de la parité entre hommes et femmes, la scolarisation de la jeune fille, la lutte contre les violences conjugales. C'est des choses que nous voulons débattre et je crois que la culture peut être un bon canal pour véhiculer ce message-là. Le FEMUA, ce sont des actions sociales et le volet artistique.
Sur le plan social, la ville d'Odiéné bénéficiera de la construction d'une école Magic System. De grosses pointures, la musique ivoirienne et africaine sont annoncées. Oumou Sangaré, Femi Kuti, Mani Bella, Chantal Taïba, Molière, Claire Bailly et bien d'autres artistes vont égayer le public du côté de l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports à Marcouri. En tant que la première dame du coupé décalé, c'est tout un honneur pour moi parce que c'est waouh. FEMUA, c'était un grand festival que tout le monde connaît dans ce monde. À partir de cette 12e édition, un pays sera désormais à l'honneur. Pour le FEMUA 12, le Burkina Faso est le premier pays invité. À partir du moment où nous sommes convaincus que la culture est le chemin le plus court pour rapprocher nos peuples, il va de soi que nous nous investissions pour que, à partir de l'exemple du Burkina, d'autres États africains puissent apporter leur contribution à la réussite de ce festival. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, le FEMUA est une manifestation de référence. Le FEMUA 12 se déroulera du 23 au 28 avril prochain à Anoumambo et à l'INJS. Pour le FEMUA délocalisé, la ville de Gagnoua a été choisie pour abriter l'événement. La marraine de cette édition est la première dame, Dominique Ouattara. Plus de 200 000 festivaliers sont attendus. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h, une page culture consacrée, je rappelle, à Bernard Dadier, l'écrivain, le dramaturge, l'homme politique. Et nous en parlons avec notre invité, professeur Sidibé Vali, directeur de l'école normale supérieure, qui a soutenu une thèse sur l'œuvre littéraire de Bernard Dadier. Dites-nous en 2 mots, professeur, quand et comment avez-vous connu Bernard Dadier? Oui, ma première rencontre de Bernard Dadier date de 1966, à partir des textes qui étaient publiés dans la petite collection Les pages africaines de SEDA. Et c'est là que nous avons lu le texte sur Clembier, surtout la rentrée de l'école. Et puis maintenant, quand Clembier était à l'internat, comment il se jouait, n'est-ce pas, du proviseur Gongoui. D'accord. Alors c'était un homme, vous étiez très proche de Bernard Dadier. Quels étaient vos rapports? Bernard Dadier était d'abord mon auteur chéri, mais en plus de cela aussi, c'était un homme d'une pudeur extraordinaire et d'une fidélité et qui frisait vraiment l'obsession. Il était toujours jovial, toujours rieur, et je disais qu'il se moquait même de la vie. Et c'est un homme, un bon type, comme dit son oncle Assouan Kofi, parce qu'il était capable d'offrir tout et se dépouiller de tout pour que l'autre soit. C'est rare. Et c'est un homme qui vous a marqué. Alors, du point de vue littéraire, dites-nous, à quel point Dadier a-t-il marqué la littérature africaine? Je pourrais dire que Dadier non seulement a marqué la littérature africaine, même le reportage aussi journalistique. Parce que Dadier est un homme quadridimensionnel. Il fut d'abord journaliste investigateur et il avait pour nom Daouda Mourou, c'est-à-dire le couteau. Et donc il était très tranchant. Ensuite, il fut conservateur. Il était très tranchant. Très tranchant. Vous pouvez nous expliquer en 2 mots? Eh oui, très tranchant parce que Dadier ne sait pas voiler la vérité. Et quand il doit dénoncer, il dénonce en face et il ne sait pas maquiller la vérité. Mais souvent, la vérité sort toujours de la bouche des petites gens. D'accord. C'était un écrivain prolifique, auteur de nouvelles, de romans, de poésie militante. Oui. Vous êtes d'accord avec ce thème de poésie militante? Oui, poésie militante, oui, parce que Dadier avait pour modèle et même ami Léon Gontran Damas. Et tous ceux qui ont étudié la poésie négro-africaine savent quelle était, n'est-ce pas, l'amertume et encore la virulence des mots de Léon Gontran Damas, surtout dans son recueil de poèmes Pygma. Son roman Clembier, c'est l'une de ses œuvres à succès. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a marqué justement dans cette œuvre-là? Clembier, c'est Dadier, c'est vous, c'est moi. Et je partage une partie de Clembier lorsqu'il passe les vacances à la plantation avec l'oncle Nabia et à son Kofi.
Ensuite, à la mort de l'oncle Ndabian, il est confié à Souan Kofi, qui l'amène toujours à la plantation. Et il est initié à la patience paysanne. Et la patience, dit Dadié, est le premier critère de noblesse. Et c'est cette patience qui nous pousse à écouter. Mais c'est avec Clembier aussi que Dadié va vanter le travail. Il faut travailler, travailler, et toujours le travail. Et je le cite dans le texte, Dadié dit, le travail, et après le travail, l'indépendance, mon enfant. N'être à la charge de personne, telle doit être la devise de votre génération. Et il te faut toujours fuir l'homme qui n'aime pas le travail. Marie-Paul, je pense qu'on n'a pas besoin de citer Descartes ou Kant pour réfléchir sur une citation comme ça de Dadié. D'accord. Alors, ils sont nombreux les écrivains qui admirent la plume de Dadié. Vous en faites partie, justement. Nous allons voir ensemble ce reportage de Franck Kouadio sur les œuvres de Dadié, source d'inspiration de jeunes écrivains, et en discuter par la suite. Il a interviewé, par exemple, le président des écrivains de Côte d'Ivoire. Vous le connaissez? Oui. Eti Maké. On va regarder. Ne jamais se lasser de lire ou de s'inspirer de Dadié. Un écrivain qui éveille bien l'âme poétique du lecteur. Nègre des lagunes, attiré par le nom prestigieux de Duquesne. Au nombre des petits-enfants spirituels de Dadié, Maker Eti, le président des écrivains de Côte d'Ivoire, y relève l'impact du centenaire sur la littérature ivoirienne. C'est un homme de conviction, un homme de diversité. Son œuvre en est le témoignage. Il a écrit dans tous les genres, le théâtre, le roman, la chronique, la nouvelle, la poésie. Et ensuite, il est prolifique. Et ça, il faut le noter. Ensuite, il a la rigueur dont il fait preuve dans son écriture. La plupart des Ivoiriens ont eu à faire des dictées, des textes de dictées signés par Bernard Dadié. Une des qualités de l'homme, sa constance, quel que soit son type d'engagement. Bernard Dadié est un homme constant. Lorsque vous lisez Carnet de prison, livre qui a été écrit pendant la colonisation, et que vous lisez Caillou blanc, on voit que Bernard Dadié, le vieux lion, ne rugit que lorsque il y a injustice. Lorsqu'il voit une force, surtout de l'extérieur, venir écraser la Côte d'Ivoire, alors il rugit. Son engagement n'a jamais changé. Des œuvres et des genres divers caractérisent l'auteur qui avait le don d'exceller partout. Son impact reste notable. Lui, il a toujours détesté toute forme d'injustice qui favorise l'inégalité. L'œuvre de Dadié comme repère pour tout le continent francophone, colloque et fondation axés sur sa pensée littéraire comme pour l'immortaliser davantage. Voilà des œuvres et des gens. Alors, professeur Sidibé, l'on vous demandait de toutes les œuvres de Dadié, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Clembier, Pain Noir? Bon, je vais être à contre-courant de tous ceux qui ont lu, mais je dirais plutôt que c'est Carnet de prison. Parce que c'est des carnets de prison que Dadié s'exprime le mieux. Mais évidemment, Clembier, c'est le petit Dadié, c'est le petit Valier, c'est la petite peut-être Marie-Laure, avec l'éducation traditionnelle. Mais quand Dadié va faire la prison, il va exprimer dans les carnets tout ce qu'il a ressenti, toutes les injustices du monde. Et il va faire prendre conscience à tout le monde, lorsqu'il sera jugé par sa déclaration, quel est le sens même de la lutte des Africains pour la liberté avec un grand L. Pour la génération qui nous regarde, rappelez-nous en 2 mots, qu'est-ce qui a conduit Dadié en prison? Pour la génération qui nous regarde, ils doivent savoir que Dadié a traversé 4 grandes étapes vécues par l'Afrique. L'Afrique coloniale, l'Afrique post-coloniale, l'Afrique des indépendances et l'Afrique post-indépendante. Et c'est pendant la période coloniale que Dadié a lutté avec bon nombre de militants, et ils ont été emprisonnés à Bassam. Et quand ils ont été emprisonnés à Bassam, les militantes du PDCI RDA, il insiste toujours, il dit PDCI RDA. Les militantes du PDCI RDA ont marché sur Bassam, non pas pour libérer leurs amants, dit Dadié, mais pour la liberté tout court, la liberté d'expression.
Et l'homme politique, on en parlera, mais ce sera juste après cet élément de Serge Koléa, puisque Bernard Dadié, on le dit, est considéré comme le père de la littérature ivoirienne. Vous nous en direz davantage. Nous allons suivre avant le reportage de Serge Koléa. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Cette citation de Amadou Ampateba ne s'appliquera certainement pas à Bernard Belin Dadié, tant les disciples et fruits littéraires de l'homme sont nombreux. Depuis 1934, depuis la publication d'Assemian Deilé, imaginez la longueur des lignes qu'il a pu créer pendant ces 80 années d'écriture. L'écrivain centenaire laisse à la postérité une immense œuvre. Son message traverse non seulement le siècle, c'est-à-dire tout le XXe siècle et au-delà, mais son message s'adresse aussi à l'Afrique et au monde. Nous devons faire donc tout pour que tout ce qu'il a écrit puisse être préservé. Du reste, chaque jour, quasi quotidiennement, une équipe dévouée travaille à l'archivage de tous les documents qu'il a laissés à la postérité avec l'appui, le soutien de la famille. Des générations entières d'Ivoiriens et d'Africains l'ont lu et étudié. Nous avons découvert au CE1 et depuis cet âge-là, nous avons aimé son écriture et nous avons fait le pari de devenir écrivain comme lui. Donc nous sommes le fruit de son héritage. Charles Peumont, jeune écrivain et éditeur, fait partie de ces hommes de lettres qui se sont battus pour la pérennité de l'œuvre de Dadié. Peumont a même publié la dernière œuvre du centenaire, Escale dans le temps. L'héritage de Dadié s'étend et s'étendra de génération en génération. Quand vous prenez Escale dans le temps, c'est un texte de ces archives-là, des textes qui datent des années 50-60, et c'est lui-même qui a choisi le titre, Escale dans le temps ou le combat pour la dignité de l'Afrique. Bernard Dadié n'aura pas vécu en vain, car au fond de chaque intellectuel, universitaire, élève ou étudiant, existe un peu de Clembier, de M. Togonini, de Béatrice du Congo, du Pagne Noir ou encore des nègres à Paris pour une Afrique debout. Voilà, Bernard Dadié, ça a été malheureusement à 103 ans, mais il n'aura pas vécu en vain, on l'a entendu. Selon vous, professeur Sidibé Vali, comment préserver la mémoire et surtout les œuvres de l'auteur de Afrique debout, légende africaine, le Pagne Noir, Clembier, un nègre à Paris? Oui, je pense que d'abord que Bernard Dadié, si vous calculez un peu par rapport à ses 103 ans, Bernard Dadié a produit 147 œuvres littéraires et artistiques, 147, soit à peu près 1,42 productions par an pour les 100 ans, 133 ans. Comment préserver toute cette richesse? Nous sommes à l'époque du numérique. Je pense que Dadié a eu une chance extraordinaire parce qu'à l'époque du numérique, les grands éditeurs que nous avons aujourd'hui sur la place, avec les chercheurs que nous avons mis sur la place, ils peuvent facilement numériser les œuvres de Dadié. Et grâce à vous aussi... Et à la fondation, il y a une fondation qui existe. Oui, il y a la fondation qui existe. Il y a aussi des travaux individuels que certains peuvent faire et qui peuvent alimenter la fondation Dadié, notamment tous les travaux de Vinci Léonie Nicole. C'est un exercice que vous allez réussir puisque vous êtes professeur. Nous allons les accompagner. En un mot, dites-nous, alors Bernard Dadié, c'était l'écrivain, c'était le journaliste, mais c'était aussi l'homme politique. Oui. Alors, est-ce que l'œuvre littéraire de Dadié est-elle dissociable de son engagement politique? Pour terminer. L'œuvre littéraire de Dadié peut être dissociable de son engagement politique à des moments donnés, mais pas forcément dans la mesure où l'œuvre est le reflet de la pensée de son auteur. Et dans ces conditions, la réaction de Dadié face à l'injustice, au manque de liberté d'expression et totalement la liberté de presse, je pense que l'œuvre de Dadié est l'expression aussi de son engagement politique. Mais même s'il y a eu un coup de gueule contre Dadié en 2000, parce que je pense
que Bernard Dadier, en tant que grand baobab de la littérature et des connaissances ancestrales africaines, ne devait pas descendre dans le marigot politique, parce que dans le marécage politique, il allait se rabaisser et le temps ne lui a même pas donné le temps aussi de s'exprimer. Et justement, on retient de lui qu'il est un grand homme de culture, un grand homme de la littérature. Merci en tout cas, monsieur professeur Sidibé Bali, d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Merci pour cet hommage rendu à Bernard Dadier, figure de proue de la littérature africaine, lauréat à 2 reprises du Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour patron de New York et la ville où nul ne meurt. Bernard Dadier, homme de culture, a déposé la plume. Il a passé le relais à d'autres générations d'écrivains qui continueront de hisser haut la littérature pour que vive la culture. Très belle soirée, à demain 20h.